l'ONU a également parlé de ces Camerounais qui ont été embastillés pendant des semaines. De certains qui sont encore en prison simplement parce qu'ils sont déplacés pour aller suivre, assister aux audiences du Conseil constitutionnel. Mais ils n'en parlent pas, mais c'est extrêmement grave. Non, il y en a qui ont été torturés. Il y en a qui ont dû payer pour retrouver leur liberté. Vous ne pensez pas eux, mais vous dites simplement, bon, s'il y a des sous-préfets quand même qui sont allés au-delà de leur pouvoir de mission qui leur sont assignés, ce n'est pas grave. Mais dites-vous bien que ceux qui les nomment les hommes, jamais sanctionnés. Si vous avez des sous-préfets qui posent des actes qui vont à l'encontre des missions qui sont les leurs, il faut les sanctionner. Mais à contrario, ils reçoivent des promotions. Pourquoi certains ont été libérés? À contrario, ils reçoivent des promotions. Non, on en est là. Le niveau d'implication, de responsabilité des uns et des autres. Et on ne peut pas interdire à un État de pouvoir mener une enquête et d'aller au bout d'une enquête. Nous dénonçons tout cela. Il ne faut pas une dénonciation sélective. C'est ce que je veux dire à Jean-Pierre. Du 12 octobre, qu'on ne parle plus du RDPC de M. Paul Biya. Même dans l'opposition, on ne parle plus comment. Vous allez faire quoi si RDPC? Non, je pense qu'il y a... On ne parle plus du RDPC? Non, beaucoup de personnes. Mais voyez-vous, le RDPC ne tient qu'à un homme. Et nous sommes convaincus qu'une fois qu'il ne sera plus, tous ceux qui aujourd'hui se réclament du RDPC disparaîtront. Je ne suis pas sûr que mon frère ici, Jean-Claude Yul, ce plateau, aura encore le courage de venir défendre le RDPC. Donc aujourd'hui, le RDPC tient à l'expérience d'un seul homme qui est M. Paul Biya. Nous sommes convaincus qu'au lendemain du 12 octobre, le RDPC disparaîtra véritablement comme un rat. Vous savez, assez souvent quand vous attaquez la principale entrée d'un rat, il sort par la petite porte. Donc le RDPC disparaîtra véritablement par la petite porte. Voilà, je commence par... nous avons la chance d'avoir sur ce plateau communicant, représentant du Manidem. On sait que ces dernières semaines, votre siège a fait l'objet d'une présence, c'est-à-dire les présences policières. Voilà, pour vous, c'était quoi l'intimidation? Comment vous avez pris cette présence-là qui a duré plusieurs semaines? Est-ce que déjà, il n'y a plus... vous n'êtes plus protégé par les FMO du côté du siège du Manidem? Vous le dites si bien, c'est-à-dire que depuis le 25, effectivement, le 26 octobre. Donc, depuis le 25 août, depuis le 25 août, nous avons perdu, parce qu'aux yeux des Camerounais, les forces de l'ordre qui avaient investi le Manidem depuis le 26. C'est-à-dire que le Manidem a investi un candidat, en l'occurrence le professeur Maurice Kamto, lequel a déposé son dossier de candidature au même titre que les 82 autres candidats. Mais nous avons été tous surpris au matin du 26, quand nous rendions au siège du Manidem, pour nous rendre compte que le siège avait été pris d'assaut par les forces de l'ordre. C'était une escouade de policiers et de gendarmes qui avaient même élu domicile. Et en ce moment, il fallait monter par le blanche pour entrer dans la permanence. Et en plus, tous ceux qui étaient dans la permanence devaient être fouillés. Nous ne comprenions pas pourquoi. Mais quelques heures après, on a bien compris pourquoi est-ce que ces postiers-là. C'était pourquoi la candidature de M. Maurice Kamto a été rejetée par Elecam. C'est-à-dire que ces gens avaient déjà l'information, le savaient et avaient décidé d'investir le siège d'un seul candidat parmi les 83 qui étaient en compétition. Or, même les candidats de Calais, ce n'était pas le seul candidat de Calais. Et depuis ce jour, depuis ce 26 juillet, jusqu'au 25 août, tous les jours, du matin comme au soir, du jour comme de nuit, le siège du Manidem était investi par des gendarmes et des policiers qui parfois obligeaient même ceux qui nous visitaient de montrer d'abord aussi le cas du parti, le cas Yanté. Et parfois, quand c'est la nourriture qui arrivait, on obligeait à celui qui ramenait cette nourriture-là à la goûter. Et quand nous avons essayé de nous plaindre, on en a entendu certains qui disaient qu'ils sont là pour nous protéger. On demandait protéger contre quoi? Et je veux faire remarquer ici qu'aucun autre siège de parti, aucun candidat, aucun siège d'un candidat recalé ou encore en compétition n'avait été ainsi investi. Et nous l'avons dénoncé, la presse, nous remercions la presse qui également en a fait grand écho. Mais jusque-là, personne n'a réagi. Il a fallu que soit le 23 ou 24, que nous cessons d'autres autorités pour qu'enfin ces gens décident de partir. Mais voyez-vous, assez souvent ils repartent pour 2-3 jours. Au 4e jour, ils reviennent encore investir. D'ailleurs, il nous a été annoncé que le siège sera investi jusqu'après la proclamation des résultats. Pourquoi? On vous dit que, je ne sais pas, qu'il y a des informations et qu'on ne peut pas l'empêcher également, on peut empêcher quand même
le gouvernement d'assurer la sécurité de ses citoyens. Donc on en est là aujourd'hui. Mais nous sommes d'autant plus surpris que l'ONU, nous apprenons que l'ONU est responsable, un de leurs commissaires a donc réagi. Mais il semble que c'est aujourd'hui qu'ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui les libertés étaient mises en veilleuse. Qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des militants de l'opposition qui étaient embastillés, qui se sont rendus compte qu'il y a des partis dont le siège avait été pris d'assaut par les Bidas. Ils nous ont envie de dire qu'il y a sûrement un autre complot que prépare l'ONU. Comment ça, dites-nous davantage? Mais parce qu'effectivement, le Cameroun a été victime de complots de cette organisation. Quand en 1945, après la création de l'ONU en 1946, quand vous regardez les accords de tutelle qui permettaient à la France d'un côté et également à la Grande-Bretagne de l'autre de prendre possession du Cameroun, aucun de ces accords n'a été respecté. Jamais l'ONU l'a dénoncé. Les Camerounais, en l'occurrence Robert Oumiobe et tous ces nationalistes, l'ont dénoncé, fait des déplacements à l'ONU pour présenter la situation, mais jamais l'ONU n'a véritablement réagi. Donc c'est un complot qui a été préparé, je dirais, depuis 1919, la SDN, qui a continué. Et on s'est donc rendu compte que même après les indépendances, jusqu'à aujourd'hui, le peuple camerounais subit véritablement l'ONU. Et pour vous dire, en fait, c'est néocolons mis en place notamment, qui adhèrent à l'ONU, qui siègent à l'ONU, qui sont complices. Donc l'ONU ne peut que soutenir ses membres et entre autres membres, il y a le président de la République, ce n'est pas forcément le Cameroun. Parce que quand il y va, c'est son régime et lui qui représente le pays et non pas le Cameroun lui-même. Ok. Voilà, Serge Gauthier Nanina, vous êtes de l'Union des mouvements socialistes, parti de l'opposition. Quel est le ressenti aujourd'hui des militants de l'UMS face à ces interdictions, manifestations et réunions, interdictions répétées, on va le dire comme ça, aujourd'hui, à quelques semaines de la grande élection, l'élection mère, comme on dit, la présidentielle du 12? C'est un sentiment à la fois de colère, de révolte et d'exaspération parce que... nous sommes en pré-campagne. Est-ce qu'on peut se permettre de faire une certaine liberté quand même en pré-campagne? Est-ce que l'autorité devrait être aussi, on va dire comme ça, si dure? Le jour où je verrai un sous-préfet de ce pays bloquer la route parce qu'un candidat de l'opposition à la présidentielle est en train de se déplacer pour aller faire campagne, je comprendrai que nous sommes dans un pays où le respect des droits, de l'application de la loi est rigoureuse. Mais si parce que quelqu'un comme Bello Bouba Maïgari est populaire dans son septentrion et qu'il est en train de se déplacer, qu'un sous-préfet se permet de barrer la route que son salaire de toute la vie ne peut pas construire, même 100 mètres, il faut se poser des questions, les questions sur ce qu'ils veulent en faire de l'espace public. Parce que l'espace public, je le rappelle toujours, est une copropriété. L'État, c'est un territoire, une population et un gouvernement. La population, donc, est copropriétaire de l'État. Et nous déléguons le pouvoir à un sous-préfet. La délégation de pouvoir n'est pas l'accaparement propriétaire du pouvoir pour en faire de nous ces objets, ces esclaves, ou je ne sais pas moi quoi. Non! C'est parce qu'il faut toujours un dirigeant, un leader auprès d'une communauté pour réguler, organiser cette communauté. Maintenant, moi, je voulais revenir. Donc, il y a un sentiment de deux poids, deux mesures. Et c'est une réalité. D'ailleurs, il faut dire à mon ami Charles Ngafongang que, en fait, moi, je salue la dénonciation de l'ONU, même si pour vous, elle n'est pas opportune par rapport au calendrier. Pour une raison simple. La première, c'est que c'est la conséquence d'une observation réelle de la réalité. C'est-à-dire que tout ce qui a été dénoncé, décrié, c'est la réalité. Maintenant, ce que vous n'avez pas compris, et je vous êtes naïf, pour une fois, bien qu'elle est dans la profession, vous avez oublié que Philémon Yang a été du 6 juin 2024 jusqu'au 31 août, c'est-à-dire très récemment, président de l'Assemblée générale des Nations Unies, et qu'il vient d'être remplacé par un Allemand de 44 ans. Sauf que lui, pendant qu'il a été là-bas, le pouvoir du président de l'Assemblée générale des Nations Unies a été renforcé. Il peut se permettre d'imposer un sujet au vote sans qu'il y ait débat à propos. Il impose un sujet pour le vote sans qu'il y ait débat à propos. On n'a pas. Il y avait un problème à RDC. Il n'a rien dit. La guerre en Ukraine, il n'a rien dit. La question de la crise au Moyen-Orient,
il n'a rien dit. Finalement, on se pose la question de savoir quel était le but de sa diplomatie. Même un séminaire, si quelqu'un lui est au courant, moi je le mets au défi. Même un séminaire, s'il a organisé un séminaire, comme me disent, parce que moi j'ai fait de la veille et beaucoup de recherches sur son mandat. Oui, son mandat. Et j'ai envie de vous dire que ce sont des gens comme ça qui mettent en difficulté la candidature de l'Afrique pour les 2 places qu'on sollicite au Conseil de sécurité de l'ONU. Parce que si vous allez là-bas pour le faire valoir, et que vous avez 9 mois à présider la plus grande institution multilatérale du monde, et que vous n'êtes pas capable de vous décider, à un moment, ça devient un problème. Et donc, l'Allemande, les gens souhaitait seulement que son mandat finisse parce qu'il se rongeait les pouces et les doigts. Dès que son mandat est fini, le travail a donc commencé. Le vrai travail, et il y a eu cette dénonciation qui est donc le résultat de ce que nous subissons. Quand l'ONU déclare que il y a un rétrécissement de l'espace civique, je vous prends un exemple simple, parce que ça ne concerne pas que l'UMS, ça concerne tous les partis. Il y a une vidéo récente qui circule sur les réseaux sociaux, moi je suis originaire du Mbam. Un responsable du PCRN organise une réunion ordinaire dans son domicile. C'est-à-dire que il dit, les gars, nous sommes membres du bureau, retrouvons-nous dans le domicile pour peaufiner la stratégie pour qu'on fasse, on va faire une manifestation et tout et tout. Les FOM débouchent dans son domicile pour lui demander, pour l'interdire, pour lui demander d'arrêter cette réunion. Mais il a dit, allez lire la loi. D'abord, vous êtes dans une violation de domicile en plein jour sans document. Et puis, allez lire la loi. Je tiens une réunion. Ce n'est pas dans mon domicile, ce n'est pas dans un espace public pour que vous m'interdisiez. Donc, ils ont voulu, comme le monsieur était décomplexé, finalement, l'activité n'a pas prospéré. Le même parti a voulu installer les membres de son bureau à Bipindi, le sous-préfet les a incarcérés. On vient d'enfermer des gens parce qu'ils ont seulement manifesté autour du palais des congrès lors des audiences, le contentieux préélectoral au niveau du Conseil constitutionnel. On peut en citer, nous sommes journalistes, l'entrave à la liberté de presse. Un sous-préfet apparaît, intervient sur un plateau de chaîne de télévision. Il n'est ni coactionnaire, il n'y a pas de trouble à l'ordre public, il n'y a pas de menace à l'ordre public, il n'y a pas de révélation de secret défense parce que on cite là ce que la loi nous dit. L'émission a commencé, il n'y a pas de menace de trouble à l'ordre public, il n'y a pas de révélation de secret défense, ainsi de suite. Il se lève et il interrompt une émission en direct, une interview en direct. Et vous voulez que l'ONU, les gens ne se plaignent pas, mais c'est dangereux et c'est pour ça que l'ONU alerte parce que ça crée de la colère. Il y a ce qu'on appelle une révolte sourde, tranquille, silencieuse, qui se développe dans les esprits des gens et il faut faire très attention. Merci. On va d'abord prendre le maire Célestin Yandal, il est reparti. Voilà, le maire est parti. Voilà, d'abord, Jean-Claude Diop, vous avez suivi les récriminations qui viennent et du Manidem et de l'UMS. Comment comprendre cette attitude de certains membres de la préfectorale en cette période préélectorale, de pré-campagne, c'est la pré-campagne quand même. Surtout avec ce que nous avons vu à Meganga, on aura le temps d'en reparler avec Célestin Yandal tout à l'heure. Meganga, ça nous parle, on a vu ce qui s'est passé hier avec le MRC qui n'est plus de la course. Comment interpréter tout ça? J'espère que surtout par rapport à la réaction de l'ONU. Oui, la réaction, elle est onusienne, non? Oui. Ça voudrait dire planétaire, mondiale. Lorsque la garde républicaine, par exemple, des États-Unis, envahit Washington, en ce moment, on attend aussi la réaction de l'ONU. Des droits de l'homme. Lorsque les immigrés sont arrêtés, les droits de l'homme ne sont pas respectés. On attend aussi cette sortie-là également. Il faudrait qu'il n'y ait pas de 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire qu'on choisisse des pays où on se dit peut-être qu'ils ne peuvent pas avoir la même réaction, bien même influence par rapport à l'organisation. Ça, c'est de... Mais ce qui me réconforte, c'est que lorsque je préparais cette émission,
on m'a bien expliqué l'organisation onusienne et le comportement. Au point où il nous a été expliqué que l'ONU, si vous avez un problème, si l'ONU a un problème avec cet État, et que cet État n'est pas en bonne collaboration avec l'ONU, ça se manifeste à travers la dégradation de la relation, de la coopération entre ces deux institutions. À date où nous parlons, il n'y a pas. Donc, vous savez très bien que l'ONU est capable d'aller aussi crescendo en demandant des sanctions, en demandant des restrictions de ceci, de cela par rapport pour amener l'aspect de contrainte. Mais si ce rapport qui voudrait parler des libertés et dont nous posons la question de savoir en quoi ces libertés sont-elles véritablement restreintes lorsqu'on n'a pas respecté toute la réglementation en vigueur en ce moment. On nous parle de campagne. Lorsque nous serons en situation de campagne, vous savez que vous n'aurez plus besoin, les candidats n'auront plus besoin des déclarations, des manifestations à travers les sous-préfectures et tout. Il suffira juste de sortir son calendrier d'activité, de déploiement et d'informer et les cas. Tout simplement. Et voilà la différence. Alors, lorsque nous ne sommes pas encore en situation de campagne, nous sommes dans une situation où on doit maintenir l'ordre public, la stabilité de l'État et du pays. Il ne faudrait pas qu'au nom de la liberté, on entre dans le libertinage. Donc, il est très important que les uns les autres, pas parce que, vous voyez par exemple, monsieur Charles Fongan, tout à l'heure nous dit que le Manidem avait un seul candidat investi. Pourtant, au Conseil constitutionnel, ils avaient sur papier 2 candidats investis. Manidem, et soyons conséquents. Et maintenant, heureusement qu'il se félicitait quand même que le siège a été très bien gardé. Et il n'y a pas eu de heurts et tout. Donc, ce qui voudrait dire que cette sécurisation-là, ça rassurait quand même les militants du Manidem. Parce que 2 camps pouvaient s'affronter. Les pros Mbombo Yebga et les pros et Kanyanisse pouvaient s'affronter. Au cas où ils s'affrontaient, c'est cette raison donc que les forces gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Si ces concitoyens s'affrontaient et qu'il y avait eu des heurts, on devait dire voilà un État qui ne protège plus ses citoyens. Voilà un État où il y avait double investiture. Bon, avec menace, parce que nous n'avions pas les bulletins de renseignement des forces de maintien de l'ordre. C'est le seul parti où il y avait double investiture. Je n'ai pas dit que c'est le seul parti où double investiture, oui. Vous voulez parler, le NDPC n'a pas eu double investiture. Non, est-ce que j'ai parlé du NDPC? C'est un exemple, par exemple. L'UPC, par exemple, a eu plusieurs investitures. Voilà, et je veux donc savoir, est-ce qu'on a placé les FMO là-bas? Il y a le MPCN de Jopel et le siège n'est pas droit là. Ah bon? Mais il n'est pas au Cameroun, ça n'avait pas pris l'instabilité. Attendez. Charles lui disait, c'est le seul parce siège. que vous dites que vous avez peur d'une confrontation entre les pro-Yebga et les pro-Yebga. On avait peur, hein. Mais c'est ce que vous venez de dire. Les forces de maintien de l'ordre ont anticipé. Et Dieu merci, il n'y a pas eu d'heure, il n'y a pas eu de confrontation. Pourquoi seulement anticiper pour le cas du Manidem? Mais c'est en fonction également des bulletins de renseignement, c'est en fonction des informations et du niveau de menace dont disposent les forces de maintien de l'ordre. Donnons quand même le mérite à ces forces de maintien de l'ordre qui stabilisent le pays et qui savent exactement à quel niveau actionner. Il y avait menace. Il y avait menace, risque sûrement de menace d'affrontement. Les pro-Yebga et les pro-Anissé. Alors à partir de ce moment-là, sûrement par anticipation, ce siège pouvait être brûlé. On ne sait jamais. Par les pros de je ne sais pas qui s'affrontaient, parce que ce siège appartient à tous ces mêmes militants. Je ne pense pas que... Bon, depuis... une minute, Jean-Claude. Vous dites que depuis le 26 juillet, dont la menace d'incendier le siège est partie? Que M. Charles nous dise par exemple que depuis le 26 juillet, s'il a encore... 26 août. Oui, le 25 août, ils sont partis le 25 août. Ok. Il n'y a plus de menace, vous brûlez le ciel. Vous réunir de nouveau, vous avez décidé de prendre une position en ce moment pour qu'on puisse mesurer la portée. Je me souviens quand même qu'au moment où... les candidatures, parce que les uns les autres ont toujours tendance à vouloir dire que c'est la candidature du professeur Maurice Kamto qui a été rejetée. La candidature du Mbombo Yebga a été rejetée. Donc au moment où les 2 candidatures ont... Vous défendez Mbombo Yebga, hein?
Non, c'est-à-dire, je dis ce qui est tout à fait sur la scène publique, Ok. logique. Permettez, Jean-Claude, nous avons la chance d'avoir le maire Yenal, et voilà. Bonsoir, monsieur le maire. Monsieur Chef. Voilà, monsieur le maire, on a vu, on a tous vu ce qui s'est passé à Meganga avec l'autorité administrative. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression, l'UNDP qui a été pendant longtemps un allié du RDPC, il faut le dire comme ça, est-ce que vous ressentez que l'UNDP est en train de subir la même chose que certains partis de l'opposition ont souvent subi? Merci de me donner l'occasion. J'avoue que cette expérience, je suis novice et je ne sais pas si les caprices de la connexion vont me permettre d'aller au bout de... Je voudrais d'abord saluer les copanélistes qui sont sur votre plateau et saluer vos millions de téléspectateurs. Au sujet de ce qui s'est passé, ce que nous subissons déjà, avant même Meganga, nous avons toujours connu, je voudrais prendre l'exemple du Mayore. Vous savez, le Mayore est connu comme un État dans un État. À l'heure où nous parlons, les responsables de l'UNDP dans l'arrondissement de Matiring sont muselés et ils ne doivent même pas se réunir, même chez le responsable local du parti, afin de préparer les représentants, la liste des représentants de l'UNDP dans les bureaux de vote. Donc, ce qui s'est passé à Meganga, cet incident malheureux, et où aujourd'hui le régime d'autorisation, le régime de déclaration, j'allais dire, est devenu comme, en principe, en période électorale comme celle-ci, ça devrait plutôt être une déclaration aux autorités administratives chaque fois que les partis politiques, surtout ceux qui compétissent, ceux qui passent, ceux qui sont retenus pour l'élection présidentielle. Malheureusement, nous avons été surpris de la décision que le sous-préfet de Meganga a prise. Vous avez même présenté la situation, est passée en boucle lors d'une de vos émissions. Voilà, il nous avait prévenu, ils nous ont prévenu, mais on devait avoir des petits soucis avec la connexion. Oui, vous pouvez. Il risquerait de dire comme Serge Gauthier que... Il risquerait de dire qu'on a coupé sa connexion, parce que Serge Gauthier nous a dit que lorsqu'ils ont démarré leur meeting, Eneo a coupé la lumière. À cet instant précis, parce qu'il ne voulait pas qu'il... Quand vous avez bloqué, quand le sous-préfet a bloqué la route sur la route au président de l'UNDP, il y avait quelle menace d'instabilité? C'est ce que les Camerounais veulent savoir. Honnêtement... C'est-à-dire qu'un citoyen se déplace pour aller faire campagne d'une ville à une autre. Un sous-préfet vient, il bloque la route, il met son véhicule. C'est-à-dire qu'il se substitue aux forces de maintien de l'ordre. Il y avait quelle menace d'instabilité? Même nous, du Rassemblement... Quand vous allez menacer un gérant d'un hôtel pour lui demander de nous déloger parce que nous sommes en train de faire une campagne là-bas. Je peux le dire même 800 fois. C'est ce côté, permettez-nous. C'était il y avait quelle menace? Oui, allez-y, Jean-Claude Diot. Vous n'êtes pas en train de débattre, vous êtes en train d'insinuer, de réagir. J'étais aussi en train de vouloir dire que même nous, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, lorsque nous organisons un meeting, nous prévoyons un moyen de production alternative d'énergie. Ça s'appelle prévenir également. Vous allez retrouver que nous avons aussi souvent son incompétence. Nous avons souvent reçu. C'est des choses techniques qui peuvent arriver. À l'instant où vous êtes en train de tenir votre meeting, quelqu'un peut, une voiture, un camion peut cogner un pylône qui est là, le réseau peut être au sol, il n'est pas wireless.
pour qu'on puisse dire que c'est un réseau sans fil. Donc, ce qui voulait dire que c'est une connexion en continu. Okay. Il suffit qu'il y ait rupture de câble quelque part. Ce câble peut être souterrain, comme il peut être aérien, en apparent. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Et nous, lorsque nous organisons des meetings, nous mettons des moyens de production de l'énergie électrique alternative. Donc, ici, c'est pour dire tout simplement que les uns et les autres, d'abord, se rassurent qu'ils ont respecté la loi. Et ensuite, maintenant, que le respect de la loi pousse au non-respect de la loi de la part de ceux qui sont en face. À partir de ce moment-là, on pourrait se poser la question. Mais vous voyez... Pour le cas de Meganga, on a interdit qui est cet accompagnement motorisé du président Bello, du ministre d'État Bello. Oui, les militants sympathisants de l'UNDP. Je me souviens... J'ai lu la note ici. Oui, je me souviens par exemple que si vous allez au défilé du 20 mai, oui. Par exemple à la place du 20 mai à Yaoundé, vous marchez et si vous n'avez pas les laissés passer des véhicules nécessaires, c'est pour la sécurité toujours. Parce qu'on est sûr quand même que lorsque vous marchez à pied, on a le temps de bien vous voir, de vous fouiller et ainsi de suite. Il y a eu des milliers. C'était pas le cas à Meganga, on a justement interdit ça. Non, c'était un meeting populaire. Oui. Ce meeting a été populaire, donc ça voulait dire que les gens y étaient. Mais maintenant, on peut tout simplement vous dire que en fonction des renseignements et des informations, ils peuvent interdire certains véhicules. Il n'y a pas de renseignements et d'informations quand le RDPC brûle les sous-préfectures. Et tout. Mais qu'on nous dise que le Premier ministre Maïgari Bello Bouba n'a pas tenu son meeting, c'est pas vrai. Il a tenu son meeting. Et il a passé son message à qui voulait l'entendre. Maintenant, et nous sommes en situation de pré-campagne. Donc, que les uns et les autres respectent la réglementation. Dès que nous allons à partir du 27 septembre de ce mois, nous allons appliquer maintenant les dispositions du code électoral. Merci. Et certains, vous allez voir, hein, certains vont tenir des meetings où ils n'ont pas informé ELECAM de leur calendrier d'activité. Après, lorsque ELECAM me va dire je ne suis pas au courant, les FMO vont par exemple se déployer, on va dire on empêche la tenue de ce meeting. Respectons la réglementation de la loi. Voilà, Jacques Bagnonoc, sur ces restrictions des manifestations en cette période de C'est votre ça c'est... On n'en est pas là. Écoutez, voilà, j'ai dit beauté. Vous vous souvenez des gens qui utilisaient le mot chassement, non? Non, écoutez. Non, je vous en prie. Non, attendons-nous. Je vais répondre à Jacques. Jacques fait une observation sélective. C'est ce qui nous gêne un peu. Jacques ici a pris en compte quand même les militants qui sont en train quand même de se mouvoir sur le terrain et tout le temps. Mais l'ONU a également parlé de ces Camerounais qui ont été embâtillés pendant des semaines, de certains qui sont encore en prison simplement parce qu'ils sont déplacés pour aller suivre, assister aux audiences du Conseil constitutionnel. Mais ils n'en parlent pas, mais c'est extrêmement grave. Non, il y en a qui ont été torturés. Il y en a qui ont dû payer pour retrouver leur liberté. Vous ne pensez pas eux, mais vous dites simplement, bon, s'il y a des sous-préfets quand même qui sont allés au-delà de leur pouvoir de mission qui leur sont assignés, ce n'est pas grave. Mais dites-vous bien que ceux qui les nomment les hommes, jamais sanctionnés. Si vous avez des sous-préfets qui posent des actes, qui vont à l'encontre des missions qui sont les leurs, il faut les sanctionner. Mais à contrario, ils reçoivent des promotions. Pourquoi c'était ont été libérés? Je dis à contrario, ils reçoivent des promotions. On en est là. Le niveau d'implication de responsabilité des uns et des autres. Et on ne peut pas interdire à un État de pouvoir mener une enquête et d'aller au bout d'une enquête. Nous dénonçons tout cela. Il ne faut pas une dénonciation sélective. C'est ça la ce que je veux dire à Jean-Pierre.